Il y a notamment un point capital dans la construction d'un château, l'approvisionnement en matières premières. Un édifice comme Guédelon n'utilise pas moins de 10 000 mètres cubes de pierre et une grande quantité de bois pour les échafaudages, les charpentes ou encore les outils. L'emplacement, l'environnement, il est crucial parce qu'on met en place une économie de chantier. On va au plus économe. C'est ce qui guide toutes les constructions à l'époque médiévale parce que ça a un coût phénoménal, notamment de transport. Si on imagine s'alimenter en pierre qui sera à 20 km, c'est une journée de transport, les routes étaient mauvaises, c'est beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc ça génère un coût colossal, donc on s'approvisionne au plus proche. Le chantier de Guédelon a donc été implanté à côté d'une ancienne carrière, elle-même située en pleine forêt, ce qui résout déjà de nombreux problèmes d'approvisionnement. Le carrier y travaille tous les jours pour alimenter le chantier en pierre de toutes sortes. Aujourd'hui, il s'attaque à l'un des plus gros blocs déjà extraits des parois, qui fait près de 10 tonnes. Pour le retourner dans une position plus favorable afin de le débiter, il lui faut déjà l'aide de plusieurs compagnons. C'est une roche sédimentaire sur une base océanique, donc c'est plein de couches, la plupart du temps parallèles, empilées les unes sur les autres. Ce qui fait qu'on va avoir des couches friables comme des couches de fonte. C'est comparable à du granit, c'est les couches vraiment dures. Le savoir-faire des carriers du Moyen-Âge ayant aujourd'hui disparu, les ouvriers de Guédelon ont dû se réapproprier des gestes millénaires. Donc le premier travail, c'est un travail de lecture. On repère une couche de pierre, on la marque grossièrement. Ici, je vois bien que ça me fait des belles lignes parallèles. Donc là, on est dans le sens du lit ou le sens de la pierre. Et c'est grâce à ces fameuses lignes que je vais arriver à ouvrir le bloc. Le morceau est trop épais pour le briser en le frappant simplement à la masse. Le carrier creuse donc des trous pour y installer des coins en métal appelés emboîtures. C'est une méthode qui existe même bien avant le Moyen-Âge, puisque les Égyptiens faisaient exactement la même chose sur leurs blocs. C'est la méthode de base pour casser une pierre sans forcer. Mais la pierre de Guédelon est capricieuse et ne se laisse pas ouvrir si facilement. Et là, du coup, on a une ouverture qui a l'air de se faire carrément dans l'autre sens. Le bloc ne s'est pas séparé en deux comme prévu. Il faut donc écarter les premiers fragments et recommencer la manœuvre jusqu'à enfin la faire céder. Il est ensuite brisé en morceaux plus petits, utilisables par les tailleurs de pierre et les maçons. Grâce à cette méthode, un seul carrier produit en moyenne chaque jour 1 mètre cube de pierre, soit 2 tonnes. Cette matière première peut désormais être intégrée aux murailles, que l'on appelle aussi courtines en termes militaires. Mais sur quelle forme et quelle dimension se baser pour les construire ? La guerre est d'abord une guerre de siège. Elle se caractérise par un bombardement par des machines de jet et par l'emploi de la mine et de la sape qui permettent de faire s'écrouler la muraille. On s'aperçoit aujourd'hui que ces engins avaient une capacité de destruction beaucoup plus importante que ce qu'on a longtemps cru. Ils arrivaient vraiment à ébranler les murailles et à les faire s'écrouler. Ils vont obliger la fortification à s'adapter à la réalité de ces engins de siège. Conforme au modèle capétien, le château de Guédelon a des dimensions plus resserrées que les enceintes du début du Moyen-Âge, ce qui le rend plus compact et donc plus résistant. Les courtines ne possèdent pas d'ouverture pour ne pas offrir de points faibles aux projectiles. Leur base est inclinée pour augmenter leur stabilité et empêcher l'ennemi d'en percer les fondations. Dans les forteresses les plus puissantes comme le Louvre, le fond du fossé est même maçonné pour renforcer encore la protection des murailles et rempli d'eau quand on en dispose à proximité. Du sol au sommet, le château capétien est donc conçu comme une coque homogène et inviolable. Un modèle très efficace d'un point de vue militaire, mais qui reflète aussi de façon plus générale l'évolution de la société. Cette architecture capétienne est un moyen pour l'aristocratie de s'isoler un peu plus de l'ensemble des paysans qui les entourent et de marquer au fond sa différence sociale par une architecture de pouvoir
une architecture résidentielle qui n'existe que chez l'aristocratie et qui n'a rien à voir avec les masures qu'habitent les paysans alentours. Comme on le voit à Guédelon, les murailles des châteaux capétiens ont une autre particularité. Elles sont toutes encadrées par des tours aux angles. Un élément défensif capital. Philippe Auguste va développer dans tous ses châteaux le tir d'archère et concevoir les châteaux comme un véritable plan de tir permettant notamment, on le voit à partir de cette archère, l'impossibilité pour un assaillant de pouvoir faire une échelade, donc d'escalader un mur pour pouvoir prendre le chemin de ronde. Si le chemin de ronde est pris par un commando d'assaillants, ils ont donc accès à des tirs à l'intérieur de la cour et ils maîtrisent la circulation dans le château. On va dire que le château est à moitié tombé, donc il faut absolument empêcher l'escalade. Les archères sont positionnées pour pouvoir prendre le mur en enfilade et éviter les angles morts. Les tours de Guédelon sont rondes, et ce n'est pas un hasard. Dans une tour carrée, on ne place pas d'archères aux angles pour ne pas affaiblir les murs. Il en résulte des angles morts protégeant les assaillants. Au contraire, la tour ronde capétienne pointe ses archères dans toutes les directions. Elles sont décalées entre les niveaux, limitant ainsi les angles morts sans pour autant fragiliser la maçonnerie. Ces tours sont en saillie de la courtine, ce qui permet de prendre la muraille en enfilade. C'est ce que l'on appelle le tir de flanquement. Leur espacement est d'une trentaine de mètres, la distance à laquelle un arbalétrier, après avoir rechargé à l'abri, atteint sa cible à coup sûr. Si la muraille est très longue, comme au Louvre, on ajoute une tour intermédiaire au milieu. Les défenseurs disposés sur le chemin de ronde couvrent eux les axes manquants, ce qui au final ne laisse aucun répit à l'assaillant. Les arbalétriers occupent les archères basses, d'où ils effectuent des tirs tendus particulièrement meurtriers quand les archers, eux, sont postés sur les autres ouvertures et le chemin de ronde. Ce dispositif redoutable n'est pourtant pas une invention médiévale. Il existe depuis l'Antiquité, mais le modèle capétien intègre une innovation essentielle. Dans la fortification romaine, les tours sont pleines jusqu'au niveau des chemins de ronde des murs. Il n'y a pas de salle à l'intérieur. Donc la défense des tours ne s'exerce que depuis le sommet. Donc c'est cette tour creuse, percée de meurtrières, qui fait la véritable dynamique de la fortification nouvelle du XIIIe siècle. L'archère se présente comme une ouverture en triangle dans la paroi. Sa forme varie suivant les modèles. Située au fond d'une large niche dans la fortification anglaise, elle est un étroit ébrasement dans le château capétien pour préserver la solidité du mur. De 1 à 2 mètres de haut, elle est souvent plongeante pour tirer vers les adversaires au niveau du sol. Mais dans tous les cas, elle est construite avec un soin extrême. Pour les maçons, c'est un objectif particulièrement technique parce qu'il faut que le mur latéral de l'archère soit particulièrement droit. En fait, on se rend compte que le viseur, à l'époque donc XIIIe siècle, n'est pas sur l'arme, c'est le mur qui est le viseur. Donc l'archer va rester dans sa salle, il prépare son arme et il a quelques secondes pour utiliser finalement le mur pour l'aider à guider son tir.